Bienvenue pour cette nouvelle leçon. Le titre de la leçon que je vous présente aujourd'hui est « Signaux déterministes à temps discret, partie 1 ». Cette leçon comporte un unique paragraphe qui s'intitule « Transformer en Z ». Avant de commencer, je vais faire un avant-propos que j'ai déjà d'ailleurs souligné dans les leçons précédentes. On a assisté durant les dernières décennies à un développement considérable des traitements sur ordinateur. Et en fait, ce type de développement concerne aussi le traitement du signal. Et ceci est donc à l'origine de l'importance de la représentation à temps discret. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire des traitements sophistiqués en audio, en vidéo, en radar, en échographie, ce que l'on utilise, c'est des données que l'on a préalablement enregistrées dans un ordinateur au cours d'une campagne de mesure. Et ces quantités que l'on a enregistrées dans un ordinateur, c'est donc une suite de valeurs. Je vous rappelle en effet que un signal réel de bande B est complètement caractérisé par la suite de ces échantillons pris à une cadence FE supérieure ou égale à 2B. Et donc, lorsque l'on va faire des traitements aujourd'hui, ce que l'on fait, on met en œuvre une campagne de mesure, on utilise évidemment une technique, par exemple un système de conversion analogique numérique. Ce système de conversion numérique analogique numérique va produire un certain nombre de valeurs que l'on va enregistrer dans des fichiers et que l'on va ensuite traiter soit sur un ordinateur, soit sur un microprocesseur. Et donc en fait aujourd'hui, je peux dire que l'essentiel des traitements se fait sur des suites numériques. De là l'importance en fait des suites numériques et des outils que l'on a développés pour étudier ces suites numériques. Essentiellement, nous verrons en fait dans ces cours, deux transformations sont principalement utilisées pour étudier les suites à temps discret. La première transformation, c'est celle qui est l'objet en fait de la leçon d'aujourd'hui, c'est la transformer en Z. Le deuxième type de transformation que l'on verra pour les suites numériques, c'est la transformée de Fourier. Et c'est ce sera donc l'objet de leçons qui suivront. On va d'abord donner la définition mathématique de la transformée en Z. Définition, on appelle transformer en Z du signal à temps discret Xn, la fonction complexe de la variable complexe Z définie par grand X de petit z égale somme de petit n appartenant à grand Z, c'est-à-dire petit n appartenant de moins l'infini à plus l'infini, l'ensemble des entiers relatifs, x indice n, z puissance moins n, pour un ensemble de valeurs de Z qui vérifie module de Z supérieur à R1, inférieur à R2, avec la condition R1 différent de R2, ce qui signifie que l'on oblige en fait cette transformation à posséder un domaine de convergence qui ne se réduise pas à l'ensemble vide. On se souviendra donc que la transformée en Z, c'est à la fois une fonction et un domaine de convergence qui est associé de manière biunivoque à une suite de valeurs indexées par Z. Le domaine de convergence se caractérise en général de la façon suivante. C'est un ensemble de valeurs de Z complexes telles que module de Z est compris entre R1 de X et R2 de X. Quelques définitions. On appelle 0 de la transformée en Z les valeurs de la variable Z telles que X de Z soit précisément égale à 0. On appelle pôle de la transformée en Z les valeurs de Z telles que module de X de Z soit égal à plus l'infini. Dans le cas particulier des fractions rationnelles, on verra que ces fractions jouent un rôle fondamental dans un certain type de filtrage qu'on appelle le filtrage relié aux équations récurrentes. La transformée en Z apparaît sous la forme d'une fraction rationnelle, c'est-à-dire x de Z égale b de Z sur a de Z, où b de Z est un polynôme en Z et a de Z un autre polynôme en Z. Dans ce cas-là, il est évident alors que les zéros de x de Z, ce sont précisément les racines du polynôme b de Z, que les pôles de x de Z, ce sont précisément les racines du polynôme a de Z. Prenons un exemple. Voilà une fraction rationnelle, x de Z égale z moins z1 facteur de z moins z2 sur z moins p1 facteur de z moins p2 facteur de z moins p3. On voit que x de Z donc a deux zéros, Z1 et Z2, et trois pôles, P1, P2, P3. Donc cette fraction rationnelle est complètement caractérisée par les 5 valeurs
qui sont 5 nombres complexes, 2 d'entre eux sont les zéros et les 3 autres sont les pôles. On a donc l'habitude de caractériser cette fraction rationnelle tout simplement par une représentation dans le plan complexe. La représentation dans le plan complexe, je vous rappelle que ce qu'on appelle une représentation dans le plan complexe, c'est de représenter en abscisse la partie réelle des nombres complexes et en ordonner la partie imaginaire de ces mêmes nombres complexes. On a représenté ici donc la caractérisation de cette fraction rationnelle précédente en indiquant ici les deux zéros Z1 et Z2 par les petits symboles ici, les petits ronds qui représentent donc les zéros. Là, par exemple, Z1 est le zéro dont la partie réelle est égale à l'abscisse de Z1, dont la partie imaginaire est égale à l'ordonnée de Z1. Nous avons aussi représenté les 3 pôles par les petites croix ici, d'accord? Et donc on peut dire que l'ensemble de l'information contenue dans la fraction rationnelle est résumé ici par l'emplacement des 5 entités qui sont là, à savoir ces pôles et ces zéros. Nous allons maintenant donner quelques propriétés très simples issues de la définition du domaine de convergence. Le domaine de convergence en abrégé DC possède un certain nombre de propriétés très simples, d'accord, reliées à la forme de x de n. Ainsi, par exemple, si x de n égale 0 pour n négatif, on dit alors que x de n est causal. On montre alors très simplement que le domaine de convergence s'étend à l'infini. C'est-à-dire que l'ensemble des valeurs de z qui réalisent la convergence sont telles que module de z est supérieur à R1 et inférieur à l'infini. C'est ce que nous avons représenté ici par une zone du plan complexe hachuré qui représente l'ensemble du domaine de convergence. De la même manière, si x de n est égal à 0 pour n positif, on dit que la suite xn est anticausale. Le domaine de convergence est alors un disque de centre O, qui est la zone, par exemple ici, nous l'avons représenté de manière symbolique par la zone qui est hachurée ici, c'est-à-dire que le domaine de convergence, c'est l'ensemble des valeurs complexes z, telles que le module est inférieur à R2 et supérieur à 0. De façon plus générale, si la suite xn est bilatérale, c'est-à-dire qu'elle comporte à la fois des valeurs non nulles pour n positives et des valeurs non nulles pour n négatifs, le domaine de convergence est une couronne circulaire. Et à ce moment-là, le domaine de convergence, c'est l'ensemble des valeurs de z, tel que module de z est compris entre R1 et R2. C'est ce que nous avons représenté symboliquement ici sur la figure, par la zone hachurée entre le cercle de rayon R1 et le cercle de rayon R2. Alors, pour une fraction rationnelle, il y a un résultat fondamental à connaître, qui est le résultat suivant. Pour une fraction rationnelle, à savoir x de z égale b de z sur a de z, où b de z est un polynôme en z et a de z un autre polynôme en z, un domaine de convergence est nécessairement une couronne délimitée par des pôles et qui ne contient aucun pôle. Exemple, considérons la fraction rationnelle x de z égale z moins p1 sur z moins p1 facteur de z moins p2. Nous avons représenté ici dans le plan complexe les deux choses importantes qui sont ces pôles P1 et P2. Voyons que ici, le pôle P1 est situé sur ce cercle. Le pôle P2 est un nombre complexe situé sur ce cercle-là. Et donc, d'après le résultat qui a été énoncé dans le transparent précédent, on s'aperçoit que les seuls domaines de convergence possibles sont au nombre de 3. Il y a un domaine de convergence qui correspond à module de Z inférieur à module de P1. Et ce domaine de convergence, comme il contient l'origine, on est sûr que lorsqu'on effectuera le développement inverse, il va y avoir une suite xn qui sera anticausale, c'est-à-dire qui sera nulle pour n positif. Le deuxième domaine de convergence possible, c'est module de z compris entre module de P1 et module de P2. Comme c'est une couronne circulaire, on sait que la suite qui lui correspond est une suite bilatérale. Enfin, pour module de z supérieur à P2, c'est-à-dire un domaine de convergence qui s'étend à l'infini, on obtiendra une suite non causale. En résumé, lorsque l'on a une fraction rationnelle, on aura autant de domaines de convergence qu'il y a de couronnes possibles délimitées par les pôles. Chacun de ces développements est différent, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'il est indispensable, lorsque l'on donne une transformée en Z, de donner aussi
le domaine de convergence qui lui est associé. Une propriété fondamentale dans le cadre du filtrage est énoncée ici comme une définition simplement, mais nous la retrouverons lors du filtrage linéaire. On dit que x de n est une suite stable si somme sur n de modules de xn est inférieure à l'infini. C'est-à-dire, on dit aussi que, plus mathématiquement, la suite est de modules sommables. Une propriété très importante qui concerne les fractions rationnelles, si x de z est une fraction rationnelle, et s'il n'y a pas de pôle sur le cercle unité, alors la suite xn associée au domaine de convergence contenant le cercle unité est une suite stable. Prenons un exemple. Voilà une fraction rationnelle dont je n'ai représenté ici que la position des pôles, puisque c'est les seuls qui interviennent dans la définition des domaines de convergence. Vous voyez qu'ici, j'ai représenté 5 pôles, au hasard, dans le plan. Évidemment, il lui correspond un certain nombre de suites, mais si je prends effectivement pour cette fonction x de z, cette fraction rationnelle, le domaine de convergence que nous avons représenté ici en orange, ce domaine de convergence, vous remarquerez bien qu'effectivement, il est délimité par 2 dipôles, il ne contient à l'intérieur aucun pôle, et qui plus est, il contient le cercle unité. Et bien, dans ce cas, si je prends cette fonction x de z associée à la position de ces pôles, que je calcule la suite associée à cette fonction x de z lorsque je lui attribue le domaine de convergence qui est celui qui est en orange, automatiquement la suite xn que je vais avoir sera de modules sommables. Alors nous allons faire un petit calcul sur un exemple pour montrer effectivement sur un exemple, disons, un petit peu l'archétype en fait des calculs que l'on peut faire sur la transformée en z. C'est l'exemple suivant. On prend une suite xn égale a puissance n indicatrice de n positif ou nul. Je vous rappelle que la fonction qui est indiquée ici, indicatrice de n positif ou nul, c'est une suite de valeurs qui est nulle pour n négatif et qui vaut 1 pour les valeurs nulles et les valeurs positives. Et je vais essayer de déterminer sa transformée en z. Alors je prends la définition. Je sais que x de z est égal à somme de n égale moins l'infini à plus l'infini de x de n z puissance moins n. Je substitue la suite xn que je vous propose et je vais obtenir somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de an z puissance moins n. Alors vous vous souvenez que, de façon générale, on a le résultat suivant qui est que somme de u puissance n est égale à 1 sur 1 moins u pour n allant de 0 à l'infini, à condition que module de u soit inférieur à 1. Ce résultat fondamental, vous l'avez certainement vu dans un cours de mathématiques. Alors je vais appliquer effectivement cette formule fondamentale à l'exemple précédent, et je vais donc trouver que x de z est égal à 1 sur 1 moins a z moins 1, à condition évidemment que a z moins 1 en module soit inférieur à 1, et donc que module de z soit supérieur à module de a. Et la condition que l'on trouve, qui correspond à la détermination que l'on vient de faire du domaine de convergence, montre effectivement que le domaine de convergence s'étend à l'infini, et on retrouve évidemment une propriété que nous avons énoncée précédemment, qui est effectivement que la suite dont nous sommes partis est bien une suite de valeurs qui est causale, puisque effectivement x de n est nul pour n négatif. Contre-exemple, vous essayerez de calculer, de poser le problème de la transformée en z de cette suite xn, et vous verrez qu'il n'y a pas de transformée en z. C'est-à-dire vous n'arriverez pas à trouver de valeur de z telle que le domaine de convergence soit non vide. Alors, les propriétés que nous allons voir, je vais en énoncer un certain nombre. Évidemment, elles pourraient faire l'occasion d'un certain nombre d'exercices. Alors, regardons d'abord la propriété d'inversion du temps. Si x de n a comme transformée en z grand X de petit z, on peut montrer simplement que x de moins n a pour transformée en z x de 1 sur z. Propriété de translation en temps. Si x de n a pour transformée en z grand X de petit z, alors x de n moins n0
a pour transformer en z, z puissance moins n0, grand X de petit z. Nous allons maintenant introduire une notion que nous avons vue lors des signaux à temps continu et qu'on appelle la convolution. Je vous rappelle que pour les signaux à temps continu, cette définition est liée de manière fondamentale à la notion de filtrage. On verra qu'il en est de même pour les suites numériques. Alors je vous rappelle que la produit de convolution, c'est Tn égale somme de k égale moins l'infini à plus l'infini de x de k, y de n moins k, ou ce qui est pareil, somme de k égale moins l'infini à plus l'infini de x de n moins k, y de k. La notation habituelle est la même que pour le temps continu. On note t de n égale xn étoile yn pour indiquer que le produit de xn par yn est un produit de convolution. Alors on peut démontrer comment la formule, disons, de la transformer en z d'un produit de convolution. On va supposer pour cela effectivement que x de z a un domaine de convergence, c'est-à-dire converge sur un ensemble de valeurs de z comprises entre R1 de x et R2 de x, que y de z converge sur un ensemble de valeurs de z tel que module de z est compris entre R1 de y et R2 de y, et on peut montrer alors que la transformée en z de t de n, du produit de convolution, c'est le produit simple des transformées en z. C'est x de z que multiplie grand y de z, et on pourra rajouter que le domaine de convergence est au moins plus grand que l'ensemble des valeurs de z, tel que module de z est supérieur au max de R1x, R1y, et inférieur au min de R2x, R2y. Dans ce tableau-là, j'ai regroupé ces quelques propriétés. Si vous avez besoin lors d'un exercice de les utiliser rapidement, si t de n, d'accord, est ici indiqué une suite, sa transformée en z, grand T de z, est indiqué dans la colonne suivante, et là, nous avons indiqué le domaine de convergence. Alors, si ax de n plus by de n est égal à t de n, alors la transformée en z de t de n, c'est t de z égale a de grand x de z plus b de grand y de z, avec un domaine de convergence qui est l'intersection des domaines de convergence. Cette propriété, d'ailleurs, vous la reconnaissez, c'est simplement la propriété de linéarité. Les deux autres propriétés, c'est celles que nous avons vues précédemment. L'une fait référence à l'inversion du temps et l'autre fait référence à une translation en temps. Nous avons aussi regroupé dans cet ensemble de formules le produit de convolution, c'est-à-dire que si Tn est le produit de convolution de xn par yn, alors nous rappelons ici que t de z est égal à grand x de z, grand y de z. De la même manière, si vous avez une suite x de z qui a pour transformer grand x de z, alors la suite Tn égale x étoile de n a pour transformer en z grand x étoile de z étoile. On pourra démontrer que lorsque la suite est réelle, si une suite est réelle, automatiquement, sa transformée en z vérifie une propriété qui est à raccorder à la notion que l'on avait appelée la symétrie hermitienne et qui exprime que x de z est égal à x étoile de z étoile. Alors maintenant que nous avons rapidement donné la définition de la transformée en z, quelques-unes de ces propriétés liées à la forme du domaine de convergence, d'autres propriétés liées beaucoup plus au formalisme mathématique, nous allons appliquer cette transformée à une équation qu'on appelle une équation récurrente, parce qu'on verra effectivement que ces équations récurrentes jouent un rôle fondamental dans les techniques de réalisation des filtrages. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une équation récurrente? En voici une, linéaire à coefficient constant, y de n plus a1 y de n moins 1 plus etc. ap de y de n moins p est égal à b0 xn plus b1 xn moins 1 plus etc. bq xn moins q. En principe, en général, en tout cas dans le problème du filtrage, c'est de cette façon-là qu'on l'utilise. X est l'entrée du filtre et y la sortie. Et ce que l'on veut savoir, c'est quelle est la relation qu'il y a entre y et x. Alors cette relation, plutôt que de l'établir à travers la formulation des suites en n, c'est-à-dire en temps discret, je vais l'exprimer directement par leur transformer en z. Alors nous allons transformer en z les deux membres de cette équation. Alors je vous rappelle que l'on avait dit précédemment que si x de n avait pour transformer en z grand x de z, x de n moins n0 a pour transformer en z z puissance moins n0 x de z. C'est une propriété que j'ai indiquée dans les tableaux précédents. Si j'applique maintenant cette propriété-là et la linéarité
aux deux membres qui sont ici. La transformée en z du premier membre, ça va être grand Y de z facteur de 1 plus A1 z moins 1 plus AP z puissance moins P. Et cette quantité-là est égale, puisque les transformées en z, c'est des transformations, disons la transformation en z est bijective. Ces deux transformées en z doivent être égales, donc voici à quoi elle doit être égale, à la transformée en z du second membre. C'est-à-dire x de z, facteur de B0, qui provient ici de ce terme qui est ici, plus B1 z moins 1, plus etc. BQ z puissance moins Q. À ce moment-là, en exprimant le rapport x de z, y de z sur x de z, on trouve la chose suivante. On trouve que c'est égal à B0 plus B1 z moins 1 plus etc. BQ z puissance moins Q sur 1 plus A1 z moins 1 plus etc. AP z puissance moins P. Et comme je vous l'avais annoncé, pour les équations récurrentes, la caractérisation en z se fait à travers une transformée en z qui est automatiquement une fraction rationnelle dans le polynôme z. Alors si vous êtes gêné ici par le fait que ici nous avons des z-1, rien ne vous empêche de multiplier le haut et le bas de l'équation par z puissance max de PQ et vous allez trouver automatiquement un polynôme en z au numérateur et un polynôme en z au dénominateur. Il faudra trouver les racines du polynôme numérateur, les racines du polynôme dénominateur, et vous aurez ainsi d'une part les zéros, d'autre part les pôles de cette transformée en z. Donc de manière naturelle, il faudra se souvenir qu'aux équations récurrentes correspond une transformée en z qui est une fraction rationnelle. Pour inverser la transformée en z, je vous l'ai dit, et ainsi j'ai pas mal insisté là-dessus, il faut non seulement se donner la fonction x de z, mais il faut aussi, se donner à la fois x de z et le domaine de convergence. Alors nous allons prendre un exemple, et avant de prendre cet exemple, j'ai rappelé ici dans ce transparent une formule que je vous ai donnée tout à l'heure et qui est un développement qui est pratiquement la seule formule qu'il faudra utiliser lorsqu'on aura des fractions rationnelles, qui est que 1 sur 1 moins u est identique à 1 plus u, plus u2, plus etc. pour module de u inférieur à 1. Alors quand je vais avoir une fraction rationnelle, ce que je vais faire, par exemple j'ai une fraction rationnelle ici, d'accord, je vais d'abord déterminer ses pôles. En fonction des pôles, je vais avoir plusieurs domaines de convergence possibles. Pour chacun de ces domaines de convergence, je vais avoir une suite xn différente. Pour pouvoir donc la déterminer, la première chose que j'ai à faire, évidemment, c'est trouver ces pôles. Et quand j'aurai ces pôles, j'aurai les domaines de convergence possibles. Alors nous allons prendre effectivement x de z égale 1 sur 1 moins az moins 1. On va supposer pour simplifier que A est réel. Et donc x de z a deux pôles. Un pôle en z égale A et un pôle en z égale moins A. Et donc à ces deux pôles il y a un pôle, excusez-moi, il y a un pôle qui est z égale A, et il y a donc deux domaines de convergence qui est module de z inférieur à A et module de z supérieur à A. Alors on a déjà fait dans le sens direct cette suite-là, xn égale AN indicatrice de n positif, pour lequel effectivement le domaine de convergence, nous l'avons démontré, c'était module de z supérieur à A. Nous allons voir maintenant que si on prend comme domaine de convergence module de z inférieur à A, eh bien, on va évidemment trouver une suite qui est anticausale, et c'est ce calcul-là que je vous propose de faire. Alors pour cela, on va d'abord noter que si module de z est inférieur à A, c'est identique à module de A puissance moins 1z inférieur à 1. Donc je vais réécrire la fonction qu'on me propose, de manière à faire apparaître le terme ici qui est inférieur à 1, de façon à ce que je puisse utiliser la formule que je vous ai donnée, qui est la formule 1 sur 1 moins u égale 1 plus u2, etc. Alors je multiplie le numérateur et les dénominateurs par moins a puissance moins 1 z, d'accord. Je vais obtenir ici, de ce fait-là, au numérateur moins a puissance moins 1 z, et au dénominateur, comme j'aurai multiplié par moins a puissance moins 1 z, il va y avoir 1 qui va apparaître provenant du terme qui est ici, et moins a puissance moins 1 z qui provient du 1 qui est ici. À présent, ici, je me trouve dans la situation où j'ai 1
moins quelque chose en module inférieur à 1, et donc je peux utiliser le développement précédent, à savoir moins a puissance moins 1, z, facteur de 1 plus, alors je vais l'écrire, hein. Nous avons donc la possibilité d'utiliser le développement précédent, donc j'ai moins a puissance moins 1 z sur 1 moins e puissance moins 1 z. La partie qui est ici, j'utilise la formule que je vous ai donnée, celui-là je le reproduis, et ici je mets donc en facteur 1 plus a puissance moins 1 z, plus etc., jusqu'à a puissance moins k, z puissance k, etc. Et donc je vois que dans ce développement, il n'y a effectivement que des puissances de z positives, et donc les coefficients associés au n négatif sont les seuls non nuls. Et on obtient donc la suite suivante. Donc je vais terminer ici pour vous donner la formule. On va avoir par identification, je vous rappelle que x de n est égal à x puissant x indice moins 1 z puissance plus 1, x indice 0 z plus x1 z puissance 1 et moins 1, etc. Donc ça c'est la formule de définition de la transformée en z, hein. C'est plus x indice moins 1 z puissance plus 1 plus x indice 0 plus x indice 1 z puissance moins 1 plus etc. Et si j'identifie moi à ce que je viens de trouver ici une quantité qui est moins ici moins 1 z, d'accord, plus 0, etc. Donc tous les éléments xn dans des indices sont positifs ou nuls, sont égaux à 0, et tous les éléments de la suite pour lesquels effectivement j'ai des valeurs non nulles correspondent à un indice négatif et est donné donc par la formule qui était annoncée. Exemple 2, x de z égale z2 sur z2 plus a1z plus a2, où on va supposer que les quantités a1 et a2 sont réelles et que a1 carré moins 4a2 est négatif. Je suppose cela pour forcer ici les zéros du dénominateur, c'est-à-dire les pôles, à être des nombres complexes et non pas des nombres réels, le discriminant étant négatif. On a alors deux pôles qui ont le même module et on a donc deux domaines possibles et donc de suite, suivant que le module de z est inférieur ou supérieur à racine de a2. Exemple 3. Alors l'exemple 3, nous avons pris une fonction h de z qui est en fait très semblable à celle de l'exemple 2, si ce n'est que le dénominateur a été paramétré d'une manière différente. h de z ici est égal à z2 sur z2 moins 2 rho cosinus θ z plus rho 2, où rho est un nombre compris entre 0 et 1, et où θ est un angle compris entre 0 et 2π. On montrera à titre d'exercice que les deux pôles sont P1 égale rho et puissance plus jθ, et P2 égale rho et puissance moins jθ. Du fait que les deux pôles ont le même module, il y a deux domaines de convergence possibles, suivant qu'on prend module de z supérieur à rho ou module de z inférieur à rho. Considérons le cas où on prend comme domaine de convergence module de z supérieur à rho. On pourra montrer alors à titre d'exercice que la suite hn qui a donné h de z s'écrit h de n égale rho puissance n-1 sinus nθ sur sinus θ, indicatrice de n supérieur ou égal à 0. Et comme je m'y attendais en faisant le calcul, je vois effectivement qu'en ayant choisi comme domaine de convergence un domaine de convergence qui s'étend à l'infini, automatiquement, j'ai une suite qui est causale. Alors si maintenant, on va prendre effectivement ici la représentation dans le plan complexe, donc voilà ici les deux axes, d'accord. Voici positionnés sur un cercle de rayon ρ les deux pôles. Évidemment, ces deux pôles, on l'a vu, ont même module et sont complexes conjugués l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont la même abscisse et des ordonnées opposées. J'ai pris comme domaine de convergence un domaine de convergence s'étendant à l'infini, c'est celui-là, et donc par conséquent, en prenant comme domaine de convergence module de z supérieur à ρ, je vous rappelle que ρ, c'est le rayon du cercle que j'ai représenté ici, automatiquement, j'obtiens une suite Hn qui est causale. Si maintenant, module de ρ est inférieur à 1,
je m'aperçois que le cercle unité est à l'intérieur du domaine de convergence. Je le dessine ici. Voilà le cercle unité. Il a comme rayon 1. Comme ρ est inférieur à 1, le cercle unité est à l'intérieur du domaine de convergence et qui plus est donc, non seulement la suite Hn est causale, mais en plus elle est stable. Alors maintenant, nous allons faire quelques petites démonstrations pour voir un petit peu comment ces différents paramètres jouent sur la forme de h de n. C'est-à-dire qu'on va se donner une fraction rationnelle et à partir de la fraction rationnelle, on va en déduire et voir un petit peu comment se comporte la réponse du signal à temps discret. Alors nous allons maintenant faire une démonstration pour voir effectivement comment se comporte la transformée en z en fonction de la suite numérique considérée. Alors nous allons utiliser pour ça un logiciel et donc ici, je vais d'abord faire une démonstration sur la première fraction rationnelle que nous avons vue et qui est h de z égale 1 sur 1 moins a z moins 1 qui s'écrit aussi z en multipliant numérateur et dénominateur par z puissance plus 1, z sur z moins a. On sait que cette fraction rationnelle a un pôle qui est z égale a et donc il y a deux domaines de convergence suivant que module de z est inférieur à a ou suivant que module de z est supérieur à a. Et nous avons vu que si module de z était supérieur à a, alors il lui correspondait une suite h de n qui était causale. Et si au contraire module de z est inférieur à a, il lui correspondait une suite h de n qui était anticausale. Alors voyons ça effectivement sur la démonstration. Voilà. Alors regardons ici, nous avons représenté effectivement la suite h de n lorsque a était égal à 0,8. On voit que quand a est égal à 0,8, on a une suite qui est exponentiellement décroissante. Et l'exponentiellement décroissante est telle que, effectivement, la suite qui lui correspond est une suite causale. Et comme a est inférieur à 1, du fait que a est inférieur à 1, ça entraîne que le cercle unité appartient au domaine de convergence et donc que, en plus, la suite est stable. Et c'est ce que nous voyons effectivement ici sur la suite h de n de cette fonction h de z égale 1 sur 1 moins az moins 1, dans lequel on voit que ça décroît rapidement et que la décroissance exponentielle dépend de petit a. On voit que si petit a donc est égal à 0,8, on a cette décroissance-là. Alors maintenant, nous avons représenté un a de moins 0,8. Alors quand a est égal à moins 0,8, ça veut dire à présent que le pôle est de l'autre côté du cercle unité. Nous avions dans un premier cas un pôle dans le plan complexe qui était ici à la valeur 0,8, c'est-à-dire situé ici à l'intérieur du cercle unité à droite de l'axe imaginaire. Et nous avons vu que la suite était exponentiellement décroissante. Maintenant, si au contraire on prend toujours pareil un pôle à l'intérieur du cercle unité qui est ici, le domaine de convergence que l'on a pris, je vous le rappelle, c'est celui qui correspond à module de z supérieur à a dans les deux cas, d'accord, module de z supérieur à a, d'accord. Dans les deux cas, donc, je sais que ma suite est causale, puisque le domaine de convergence s'étend jusqu'à plus l'infini, qu'elle est stable, puisque le cercle unité appartient au domaine de convergence. Dans un cas, le a était égal à 0,8 positif et on avait une décroissance exponentielle. Et dans le cas où a est égal à moins 0,8, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène très particulier, c'est-à-dire une alternance des signes de la fonction h de n. Tantôt on est négatif, positif, négatif, positif, etc. Et ça, c'est très lié au fait que le pôle se trouve effectivement à gauche de l'axe imaginaire. C'est-à-dire quand il est à droite, les oscillations, il n'y en a pas. Et quand c'est à gauche, il y a alternativement des changements de signes dans la suite h de n. Enfin, j'ai représenté ici un cas où a est égal à 1,2. Si a est égal à 1,2, je vous fais remarquer que nous avons toujours pris comme domaine de convergence un domaine de convergence qui s'étend à l'infini. Alors regardez ici, le 1,2 il se trouve ici. J'ai pris comme domaine de convergence le domaine de convergence toujours dans cet exemple-là qui s'étendait à l'infini, c'est-à-dire module de z supérieur à 1,2. Mais alors, dans ce cas-là, je m'aperçois que le cercle unité,
le cercle unité est à l'extérieur du domaine de convergence. Étant à l'extérieur du domaine de convergence, puisque 1,2 est supérieur à 1, je peux garantir que la suite obtenue est instable, et c'est ce que je vois là-dessus. Très vite, la suite explose, c'est-à-dire prend des amplitudes absolument non bornées et va atteindre la valeur plus l'infini et donc correspondre à une situation d'instabilité. Alors maintenant, nous allons faire exactement la même démonstration avec le deuxième exemple que nous avions pris. Dans le deuxième exemple que nous avions pris, nous avions h de z égale z2 sur z2 moins 2 ρ cosinus θz plus ρ2. Je vous rappelle que ρ est un nombre compris entre 0 et 1 et θ est un argument compris entre 0 et 2π. Dans ce cas-là, on sait que l'on a deux pôles qui sont situés de part et d'autre de l'axe réel, complexe conjugué. Et nous allons voir effectivement ici le comportement. Je vais positionner un pôle ici, automatiquement il y aura un deuxième pôle qui sera positionné dans le pôle conjugué, c'est-à-dire la même abscisse et des ordonnées qui sont opposées, et je vais voir le comportement global de h de n. Je m'aperçois que ce comportement global a tendance à osciller, et cette oscillation donc est reproduite ici. Si maintenant je bouge légèrement le pôle en me déplaçant vers le cercle unité, vous allez voir que l'on va augmenter les amplitudes de ces oscillations, tout en conservant à peu près la même fréquence d'oscillation. Et l'augmentation de l'amplitude continue jusqu'à ce qu'on atteigne le cercle unité, et lorsqu'on dépasse le cercle unité, ces oscillations deviennent tellement grandes que la situation est instable et qu'il y a une divergence du signal en sortie, ce qui correspond effectivement à l'instabilité. Alors pourquoi? Parce que ici c'est pareil, j'ai effectivement, dans le premier cas que nous avions vu, le cercle unité qui est ici, j'ai mes deux pôles qui sont là, comme je choisis effectivement comme domaine de convergence le module de z supérieur à ρ, d'accord, et que ρ est inférieur à 1 dans le premier cas, j'ai d'une part effectivement une suite qui est causale, mais d'autre part elle est stable, puisque le cercle unité se trouve précisément dans le domaine de convergence. Dans le second cas, nous avons donc pris effectivement là deux pôles dont le module était supérieur à 1, à peu près aux alentours par exemple de 2,5. Alors regardez ici, je trace toujours en fait dans le plan complexe le cercle correspondant à la limite du domaine de convergence module de z supérieur à ρ, et là à peu près j'avais pris quelque chose de l'ordre de 2,5. Donc j'ai module de z supérieur à 2,5. Il s'ensuit toujours pour les mêmes raisons que le domaine de convergence est tendant à l'infini, la suite que je vais obtenir est une suite causale. Mais alors à présent, on s'aperçoit d'une chose, c'est que effectivement le cercle unité qui est ici, dont le rayon est égal à 1, est à l'extérieur du domaine de convergence. Et ça va induire une chose, ça va induire que la suite Hn est instable. Alors c'est ce qu'on voit clairement sur le graphique de la représentation de la simulation. On a ici des valeurs excessivement grandes que l'on obtient au niveau de l'amplitude des signaux en sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne sera jamais souhaitable de faire lorsqu'on fera du filtrage linéaire. Je vais terminer en fait maintenant en positionnant un pôle de l'autre côté du cercle unité et nous allons voir apparaître un phénomène, disons, très proche de celui qu'on a vu dans l'exemple précédent. On s'aperçoit quand les pôles sont à gauche de l'axe imaginaire, toujours à l'intérieur du cercle unité, la réponse est stable, c'est-à-dire qu'elle a tendance à s'évanouir lentement, mais par contre j'ai alternativement des signes plus et moins qui interviennent dans la forme de la réponse h de n. Et ça c'est effectivement quelque chose que nous avions aussi vu dans l'exemple précédent. Donc nous allons maintenant, disons, récapituler un petit peu. Si le pôle se trouve à l'extérieur du cercle unité, la suite qui lui correspond est une suite dont les oscillations ne sont pas évanescentes. On arrive à une situation donc dite instable, ce qu'il faudra éviter effectivement plus tard quand nous ferons du filtrage. Si maintenant le pôle est à l'intérieur du cercle unité, on a vu les comportements suivants. Lorsque l'on se rapproche du cercle unité, les oscillations sont de plus en plus amples. Lorsqu'on se rapproche de l'axe réel, la fréquence de ces oscillations est de plus en plus faible. Lorsqu'on se rapproche de l'axe imaginaire, la fréquence des oscillations est de plus en plus grande. Et enfin, quand on passe du côté droit au côté gauche
de l'axe imaginaire. Ce que l'on a du côté droit à gauche de l'axe imaginaire, ce sont des suites qui alternativement prennent des valeurs positives ou négatives. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle que pour toute information, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU.